Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure où vous nous recevez dans vos différentes maisons. Nous sommes dans ce beau studio de Buzz FM à Kinshasa pour une émission spéciale consacrée particulièrement aux Jeux africains, plutôt le 9e jeu de la francophonie qu'organise l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Catherine Cano, administratrice de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et à ses côtés, Maître Pépin Guillaume Mandjolo, il est ministre d'État et ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Je ne serai pas seul sur ce plateau, nous sommes dans ces studios radio. Et à ma droite, j'ai le plaisir d'avoir Alain Boma de B1 Télévision. Bonjour. Bonjour Blaise. En forme comme d'habitude. En forme. Et vous avez la grâce d'avoir à vos côtés Jolie Yenga de Buzz FM. Bonjour Jolie. Bonjour Blaise, c'est Jolie Yemba. Jolie Yemba, voilà. Très bien. Je corrige, je reste dedans. Alors, on y va à ma gauche, votre droite, si vous nous suivez à la télévision. Vous avez Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, ma très chère, estimée consoeur Paulette. Je vous dis bonjour. Bonjour. Et Cédric Kenina, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes de la radio-télévision nationale congolaise. Bonjour Blaise et bonjour également aux téléspectateurs, mais aussi les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Merci. Madame Catherine Cano, bonjour une nouvelle fois. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Très heureuse d'être ici. Un plaisir, ça se passe bien à Kinshasa? Extraordinaire. Un coup de cœur. Vraiment, depuis que je suis arrivée, ça fait pas très longtemps, c'est une visite qui est beaucoup trop courte, mais j'aurai le plaisir de revenir régulièrement, j'espère. Mais vraiment, un accueil extraordinairement chaleureux par tous et toutes, de l'organisation, du gouvernement, vraiment des discussions en profondeur très, très riches. C'est vraiment un plaisir d'y venir et vraiment très, très fier que les Jeux de la francophonie aient lieu à Kinshasa. Les Congolais sont contents de l'apprendre venant de vous particulièrement. Monsieur le ministre, sous le feu de projecteur ces derniers temps, en forme quand même? Ça va, on ne peut pas se plaindre dès lors qu'on a cette perception qui est différente de ce qu'on a habituellement sur la RDC. Je suis un homme heureux. Parce que je me disais qu'il va falloir avoir l'occasion de présenter la RDC autrement que sous l'angle ou les prismes de DRC bashing habituel. Et là, on a eu une occasion de quelqu'un qui vient sur place, une dame extraordinaire qui s'est déplacée ici. J'attendais qu'elle me dise, on a eu à discuter, ce qu'elle voyait, ce qu'elle était sa vraie perception en contact de la réalité congolaise. Là, elle dit qu'effectivement, elle est surprise parce que ce qu'on dit de la RDC, c'est une sorte d'attaque non-stop, alors qu'on ne relève pas utilement ce qu'est la RDC, la culture, les talents, toutes ces choses-là et tout. Voilà, c'est une opportunité qui m'a été donnée, donc je ne peux être qu'heureux. Alors, on va évoquer particulièrement tout ce qui entoure l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Alors, Madame Catherine Cano, je commence par vous poser la première question que tous les Congolais voudront effectivement vous poser. Est-ce que nous sommes bien partis pour organiser les Jeux en 2021? Je crois que oui. D'abord, il faut le dire, donner le contexte. La RDC a vraiment été très brave et courageuse et déterminée, je pense, en proposant son nom pour prendre les Jeux, parce qu'il faut savoir que ça avait été octroyé à un autre pays qui, très, très récemment, il n'y a même pas un an, enfin, il y a quelques mois, a annoncé qu'il ne pouvait plus les faire. Donc, on a beaucoup apprécié le geste du gouvernement congolais de rassembler ses troupes et de voir s'ils pouvaient soumissionner pour ces Jeux qu'ils ont obtenus. Alors pour nous, la réalité, c'est que les Jeux donc partent plus tard, parce que normalement, on a 4 ans pour préparer des Jeux. Alors quand je dis courageux et brave, c'est parce que ça veut dire qu'il faut se relever les manches, travailler plus rapidement, et être conscient que quand on promet de livrer, on soit capable de livrer. Donc dans ces circonstances-là, bien sûr qu'on serait en retard, pour peu importe quel pays, puisque on prend la balle au bon, finalement. Votre pays prend la balle au bon. Cela dit, moi, j'étais très, très encouragée de voir les infrastructures qui sont déjà existantes. On ne part pas de rien du tout. Vous avez le stade qui est quand même vraiment dans les règles de l'art. Sûrement des choses à adapter parce qu'évidemment, c'est une activité qui, pour la première fois, est chez vous.
avec des exigences particulières, mais vraiment, c'est une infrastructure qui est solide, tout ça. Maintenant, j'ai vu aussi l'endroit où sera le village des Jeux, là où il y a déjà des infrastructures. Il faut les aménager, bien sûr. Il y aura des constructions qui sont nécessaires, des terrains à aménager. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. L'année et les 18 mois, ou même pas, qui nous restent, vont être bien remplis. Cela dit, j'ai ma rencontre avec monsieur le ministre ce matin et avec toute l'équipe sur place qui ont déjà commencé les travaux. Ils ont déjà commencé, on se parle depuis le début. Mais là, je pense que le départ est vraiment maintenant et ça se fait. Et le calendrier sera agressif, c'est sûr, parce qu'on est tous conscients que... Mais je suis très en confiance qu'on va y arriver à temps, sans problème. Merci beaucoup, Madame Catherine. Je viens à vous, Monsieur le ministre. Vous êtes battu, c'est pratiquement un enfant qui est encore dans le ventre, dont vous attendez une naissance heureuse en 2021. Je vous pose toujours la même question, hein, Monsieur le ministre. C'est vrai que les choses évoluent positivement, mais est-ce que vous y croyez encore? Mais totalement, vous savez très bien qui je suis, Monsieur Zaïnda. Je suis quelqu'un de tout à fait optimiste jusqu'à l'excès, même à l'envie. Et partant de là, je crois en la RDC, je crois en nous, je crois au talent, je crois à notre capacité des rebondissements à tout moment. Nous sommes quand même ce pays qui a connu un génocide entre 1885 et 1908, qui s'est réveillé et qui a continué à vivre utilement. Nous sommes ce pays qui est frappé dans la partie Est durement, mais qui fait ses élections sur fonds propres alors que personne n'y croyait. Nous sommes ce pays de l'Afrique centrale qui arrive à faire une transition ou une transmission du pouvoir pacifique alors que ça n'a jamais existé dans la région. Nous sommes un pays particulier. C'est ces pays des dieux. Les Congos des dieux, c'est celui-là. Et par conséquent, j'y crois fermement. L'activité de la tenue des Jeux, chaque édition nécessite plus ou moins 4 ans pour pouvoir être tenue. Bon, la RDC est tombée sur une activité qui se proposait il y a plus ou moins 1 an. Et il y a plus ou moins 1 an, il n'y avait pas de gouvernement, qui vous en souviennent. Les gouvernements de la République s'est mis en place à partir du mois de septembre où on a été investi par l'Assemblée nationale. Donc ça fait plus ou moins 4 mois que j'ai ça en main. Et sur les 4 mois, je vous rappelle simplement qu'on n'avait pas de budget. Donc le budget a été confectionné à la fin de l'année passée et qui aujourd'hui est maintenant opérationnel. Ce qui fait que je dois faire avec ce qui est mis à ma disposition. Mais il faut faire en sorte de pouvoir réussir. Hier d'ailleurs, on a eu au Conseil des ministres une disposition assez positive du chef de l'État par rapport à cette activité, et de sorte que tout le monde a soutenu. Donc parce qu'on connaît, on sait la nécessité de tenir ces Jeux, la nécessité d'avoir une autre perception, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la RDC, et par conséquent, c'est mon travail et c'est une passion particulière. Ma passion pour la RDC va s'exprimer cette fois-ci de manière concrète sur le terrain, et les jeunes gens qui croient en ce qu'on fait, en ce qu'on a toujours fait, je suis celui qui fait la promotion de ce qui marche en RDC. Je laisse aux autres faire la promotion de ce qui ne marchait pas. Et par conséquent, je milite pour ça et je me mets en devoir d'accomplir. Mon militantisme est là-dessus. Faire ce qui marche. Et ce qui marche, c'est les talents congolais, c'est le sport congolais, c'est la capacité des rebondissements, de la renaissance sans cesse, de la régénération sans cesse de la RDC. Et là, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Donc, j'y crois fermement et je suis engagé avec toutes mes équipes, avec non seulement les équipes, mais en même temps les comités nationaux des Jeux que je préside. Il faut les rappeler. Donc, il y a un comité national des Jeux dont je suis président, ensemble avec les membres du bureau qui sont notamment les ministres en charge des sports, celui de la jeunesse, celui de la communication, celui de la recherche scientifique et celui de la culture. Nous formons une équipe très soudée qui est consciente de ce qu'il faut faire de sa mission, avec maintenant le collaborateur immédiat, les commissaires qui sont déjà en place mais qui attendent d'être nommés officiellement. Donc, nous sommes lancés, il n'y a pas de problème. Toute la machine est en marche. Et le soutien de la République est là, la jeunesse nous accompagne, donc il n'y a pas de souci. Alors on ouvre le bal. Alain Mboma de Bio. Oui, monsieur le ministre, vous venez de parler du budget. Quelle est la part allouée à ces Jeux dans le budget 2020 ? Ah oui, là aussi c'est une question qui a été... Heureusement que Mme Canon elle est sur place pour vous dire. Les Jeux s'organisent avec des budgets nationaux. Il y a des apports éventuels qui peuvent arriver, mais bon, ça vient à la fin pour soutenir une chose ou une autre, mais globalement, c'est le budget national. C'est pour ça que je dis que dans les budgets 2020, toutes les parties prenantes en termes de départements ministériels avaient confectionné leur budget en perspective des Jeux. Ce qui fait que nous allons être plus ou moins autour de 78 millions d'euros, plus ou moins 80 millions de dollars, mais pour plusieurs départements. Là-dedans, vous avez mon département, vous avez celui de
jeunesse, des sports, de la communication, recherche scientifique, culture et autres. Donc, tout le monde, et la ville de Kinshasa qui participe aussi à ces budgets. Donc, ce qui fait que chacun a sa portion et la mienne me permet de pouvoir, ça a été accepté déjà par l'Assemblée nationale, donc coulé en loi, donc c'est opérationnel autant bien pour moi que pour tous les autres participants ou parties prenantes à ces Jeux. Oui, Madame Catherine, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'OIF par rapport à ces Jeux? Il y aura un apport? Oui, oui, tout à fait. Alors, écoutez, on travaille beaucoup en collaboration. Bien sûr, nous avons le Comité international des Jeux qui est sous l'auspice de l'OIF, qui s'occupe de gérer les Jeux. Donc, un cahier de charges qui a été signé par la République du Congo, justement, parce que c'est une marche à suivre, en fait, à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de l'organisation, des infrastructures, des finances, tout ça. Donc, nous travaillons en étroite collaboration depuis le début et maintenant d'autant plus que les commissaires sont nommés et officialisés à tous les niveaux. Donc, évidemment, c'est beaucoup d'opérations, c'est beaucoup de travail technique et des préparations des Jeux, en fait. Alors, donc, nous, on apporte toute la connaissance, l'expertise d'années passées, évidemment, ou de Jeux passés, sur, dans le fond, l'espèce de feuille de route de construction, de plan, de mise en œuvre du plan. Et nous travaillons donc avec les experts, qui sont ici déjà, ou soit que nous amenons de l'extérieur, parce qu'évidemment, ça prend de toutes sortes. Quand on construit un stade ou quand on construit un édifice pour un sport X, par exemple, ou l'hébergement, où il y a plusieurs niveaux ou plusieurs étapes. Donc, ça prend différentes expertises. Il y a beaucoup de formations aussi qui se donnent. Nous serons accompagnés de plusieurs fédérations sportives pour préparer ceux qui vont vraiment mettre en place chacune des disciplines. Il y a tout un apport. Il y a l'apport donc des infrastructures, de la logistique, mais il y a aussi toute l'activité sportive. Et il y a, durant ces Jeux, nous avons aussi toute une édition culturelle qui accompagne les Jeux. Des activités donc qui seront aussi organisées et sur lesquelles nous travaillerons avec le pays pour cette organisation. Les derniers Jeux se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Oui. Et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas voir en RDC qui s'est passé en Côte d'Ivoire lors des prochains Jeux? Écoutez, je ne pense pas qu'il y a eu quoi que ce soit de... Je pense que ça s'est plutôt bien déroulé en Côte d'Ivoire. Je n'y étais pas, donc peut-être ma réponse est plus ou moins précise, mais de fait, ce qui est important pour nous et qu'on a vu qui était aussi important au Jeux d'Abidjan, c'était vraiment d'être très structuré, d'être très précis, rigoureux dans le respect des calendriers, dans le respect des règles, dans le respect des procédures, parce que ça facilite les résultats, ça facilite et ça nous permet justement d'atteindre les objectifs qu'on doit atteindre avec un encadrement. Ça prend un encadrement, on ne peut pas... parce que c'est trop, même sur 4 ans, c'est beaucoup de développement, c'est beaucoup... évidemment que ça va en crescendo. Nous, on n'a pas cette opportunité-là ici parce que c'est en crescendo en partant, donc d'autant plus important de bien encadrer. Et je pense que l'encadrement, il n'y en a jamais assez. On réalise toujours à la fin d'organisation d'un événement, peu importe quel qu'il soit, c'est qu'on apprend toujours. Il y a toujours des leçons apprises de ça, qu'on se dit, mon Dieu, on aurait dû peut-être être là plus tôt. Alors, je pense qu'on regarde les leçons apprises, justement, des organisateurs qui vont nous accompagner aussi, parce qu'ils ont l'expertise, pour s'assurer que, justement, on enligne nos façons de faire en tenant compte, en fait, des choses qui ont bien fonctionné ou moins bien fonctionné. Mais en même temps, je pense que le calendrier serré nous force à nous d'être encore plus vigilants sur, justement, le respect de chaque étape, de chaque morceau. Je crois qu'il faudrait peut-être rappeler que Mme Catherine a pris ses fonctions en avril 2019. Oui. Voilà. Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision. Madame Catherine, nous aimerions bien connaître les objectifs de ces Jeux de la francophonie. Pourquoi avoir créé ces Jeux de la francophonie? Très bonne question. C'est un rassemblement. C'est probablement le plus bel événement que la francophonie tient depuis son existence. C'est un rassemblement de jeunes
qui partagent, jeunes de différentes cultures francophones. C'est une démonstration d'abord d'abord le sport, parce que le sport, ça contient beaucoup de belles valeurs d'équipe, de travail en équipe, de coopération, de collaboration, amène aussi des qualités de détermination, de discipline et de convivialité, de vivre ensemble, parce qu'on travaille avec, même dans la même équipe d'un pays, doit apprendre à travailler en équipe. Mais là, vous avez l'opportunité de rencontrer d'autres jeunes qui viennent de d'autres nationalités, de d'autres pays, et qui parlent votre langue, mais avec un accent différent, avec des mots différents. Donc, c'est un partage, un dialogue de culture extraordinaire. Un moment, c'est une vie. Moi, j'en ai couvert comme journaliste, j'ai découvert les Jeux olympiques et les Jeux de la francophonie. Et j'ai vu l'arrière-scène, parce qu'on faisait souvent des documentaires de comment se préparent les Jeux. Et c'est de toute beauté de voir le volontarisme. Il y a énormément de bénévoles qui travaillent, d'ailleurs, à l'organisation des Jeux. C'est grâce aux bénévoles qu'on réussit souvent, parce que c'est eux qui accueillent à l'aéroport, c'est eux qui s'occupent au préalable des accréditations, qui sont sur le terrain pour le trafic, pour toutes sortes de choses. Il y a évidemment une série de disciplines et de travail à accomplir, mais c'est de voir l'énergie et le souhait de réussir. C'est un rêve, en fait. La francophonie, les Jeux de la francophonie, c'est un rêve, mais pour que le rêve se réalise, il faut le plan. Et quand on voit tout le monde qui se relève les manches et qui s'y met, je l'ai vu d'ailleurs dans les 2 jours que je suis ici. Vous avez des équipes sur le terrain, des gens qui sont actifs et ils attendent ils attendent de continuer, parce que là, ça va se déployer de façon exponentielle. Alors donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de faire profiter à la jeunesse francophone un moment de réalisation de l'importance de leur culture, d'une réalisation du reste de la francophonie dans le monde, de cette belle solidarité-là, de cette richesse culturelle, et évidemment en français, dans notre langue qu'on chérit tous. Alors, et le sport, de voir quelqu'un réussir ou quelqu'un tomber, on a des émotions, c'est toutes les émotions. Et quand on y ajoute tout l'aspect culturel, où là, c'est l'exprès à travers la musique, les arts, la danse, c'est vraiment un rassemblement d'une richesse. On repart le cœur rempli d'espoir. Et dans un monde où la fragilité est vraiment présente, où la paix est difficile, c'est un moment de paix. C'est un moment d'unification. C'est un moment riche en valeurs. Et je suis convaincue que quand les jeunes repartent, même pas juste les jeunes, tous ceux qui sont autour, qui ont déjà repartent avec une énergie et un désir de continuer ce dialogue-là, de ne pas s'arrêter. La deuxième question, je crois, c'est au ministre Manjolo. Tout est aujourd'hui interconnecté. C'est vrai que vous avez dit que nous devons parler des bons côtés, mais aujourd'hui, on a le coronavirus. On ne sait pas en 2021 quel virus il y aura. Alors, si en 2021, par exemple, il y a un autre virus qui apparaît et qui met en danger les voyages, puisqu'il y aura d'autres pays qui viendront. Mais aujourd'hui, déjà, il y a une liste de plus ou moins 20 pays touchés par le coronavirus. Alors, si ça continue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut annuler les Jeux? S'il y a un virus, moi je fais une projection, s'il y a peut-être un autre virus en 2021, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on risque d'annuler les Jeux, ou on prendra ces risques d'appeler ces gens, venez quand même si votre pays est touché par le prochain virus, ou si comment ça va se passer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont presque mis en quarantaine, si je peux me permettre l'expression. C'est une peur aujourd'hui qui touche beaucoup de monde, qui habite beaucoup de monde, avec un rassemblement des milliers de gens, avec le virus qui circule. Bon, espérons qu'en 2021, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qui va se passer? Projection. Non. C'est une question tout à fait légitime par rapport à la situation. Effectivement, hier encore, c'est vrai, on en a parlé au Conseil et prend disposition. En fait, pour l'instant, ce qui se passe, c'est la Chine et plus ou moins 13 pays de l'Asie. Et plus ou moins quelques pays au niveau de l'Europe, et puis en Amérique. Et hier, c'était le 21e pays, c'est-à-dire la Russie. Alors, en Afrique, pour l'instant, on n'est pas touché. On n'est pas encore touché. Toute l'Afrique n'est pas encore touchée. Aucun pays d'Afrique n'est touché. Aucun pays pour l'instant, en tout cas jusqu'hier, il n'y avait aucun pays africain qui était touché. Alors, il y a un dispositif national qui a été mis en place en ce qui nous concerne, qui va être en relais avec les autres dispositifs nationaux au niveau des autres pays.
Ce qui fait qu'au départ de chaque pays, on doit vérifier qui monte dans l'avion pour partir. Donc la France ou les pays d'où viendraient les jeunes gens qui devraient venir concourir ici prendra les dispositions selon un critérium précis de l'OMS qu'on mettra en place au niveau de chez nous, au niveau de chez eux. Ce qui fait qu'un athlète malade ne va pas monter dans l'avion, il sera en quarantaine. Ils doivent prendre des dispositions requises. Vous savez, les contrôles médicaux au niveau du sport déjà, est très compliqué, très très dur. Ce qui fait que les critériums et les standards pour pouvoir accéder au jeu est déjà difficile en temps normal. Ajouter à cela ce type de virus, il faut que ça rende plus compliqué. Ce qui fait qu'on ne peut monter dans l'avion pour venir vers la RDC qu'en répondant à ces critères-là. Et arrivé sur place, il y a le même dispositif qui est là pour pouvoir vérifier si effectivement les gens qui ont pris l'avion répondent aux normes et aux critères. C'est ce qui s'est fait partout. On ne peut pas annuler les jeux au motif que tout ça. On ne peut pas paniquer. Le monde a appris avec la médecine, avec l'évolution, à pouvoir gérer les situations les plus compliquées. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dire, voilà, on va arrêter, le monde va arrêter de tourner au motif que, voilà. Il y a le coronavirus au niveau de la Chine, on prend les dispositions, les gens continuent à voyager. Mais il faut un dispositif sécuritaire, sanitaire, au départ comme à l'arrivée, de sorte à ce qu'on puisse garantir qu'effectivement, les normes de la santé qui ont été mises en place par les pays d'origine correspondent aux normes d'accueil aussi du pays d'accueil. Donc, tout ça sera mis en place. On ne peut pas s'écarter des jeux pour dire on ne peut pas le tenir au motif de paniquer comme ça. Non, nous affrontons tout et on a plus dur que ça. On a eu l'Ebola ici avec énormément de soucis, mais on a géré ça. Et là, d'ailleurs, on a géré presque seul. La RDC a géré presque seul, parce qu'aujourd'hui, nous sommes réputés être maîtres de la gestion de l'Ebola, mieux que quiconque d'autre dans le monde. Quand ça atteint les pays comme le Nigeria et autres, tout le monde est intervenu, mais en RDC, on a carrément géré ça seul avec le prof Mouyembe. Là aussi, satisfait pour la RDC, parce que c'est montré aussi l'étendue de nos talents, y compris en sciences. Souvenez-vous, même pour les sida, on a été précurseurs, avec les profs Loruma, à l'époque. Exactement. Donc, c'est pour dire à quel point nous sommes outillés dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait la promotion de la RDC sans cesse. J'aime beaucoup de pays dans le monde, j'ai énormément de respect pour beaucoup de pays, mais j'ai la passion pour la RDC, pour ce qui marche en RDC, c'est ce que j'ai fait la promotion. Je vous dis que sur le plan médical, contenir un virus en RDC, nous avons les capacités. On l'a démontré avec l'Ebola. On l'a démontré. On a maîtrisé. On a même, aujourd'hui, on a même trouvé ce qu'il fallait comme produit pour pouvoir contenir et lutter contre les vaccins. Les vaccins contre l'Ebola a été trouvé par la RDC. C'est énorme. Alors, pensez-vous que sincèrement, pour le coronavirus, on ne puisse pas trouver de solution? Puisqu'on a déjà séquencé en fait, ces virus, on sait à quoi ça ressemble, avec la méthodologie. On a eu un exposé hier sur ça. La méthodologie de la gestion de l'Ebola correspond exactement, mais à moindre intensité, avec la même méthodologie pour gérer ces virus-là. Donc, on n'a pas en ce qui nous concerne, notre expertise par rapport à Ebola nous met dans les bonnes dispositions pour rencontrer ces préoccupations, les cas échéants, et même d'apporter cette expertise auprès de tous les partenaires qui sont concernés par les jeux. On est donc positif, il n'y aura même pas de tour pendant ces jeux-là. Alors, Jolie Mba. Alors, moi, je veux revenir un peu, mais c'est les ministres, on se rappelle tous que la République démocratique du Congo a accueilli les 12e sommets de la francophonie en 2012, ce qui était un franc succès avec le président Kabila aujourd'hui, 8 ans plus tard, sous le leadership du président Félix Tshisekedi. La RDC a encore la lourde responsabilité d'organiser les 9e Jeux de la francophonie. Est-ce finalement une marque de considération pour ces grands géants francophones qui est le Congo-Kinshasa? Tout à fait, c'est un pays particulier, tu allais répéter. La RDC a du talent, la RDC a un potentiel, la RDC, il n'y a que nous-mêmes, au fait, qui ne maîtrisons pas forcément tout ce qu'on a comme potentiel. Ceux qui voient, ceux qui viennent en RDC, qui voient, conscience qu'effectivement, c'est un pays différent. Madame est surprise, avant elle, d'autres étaient surpris de voir qu'effectivement, nous avons... Donc, on n'a pas seulement abrité la francophonie. Avant la francophonie, on a abrité les sommets de la SADC. Un sommet énorme. J'ai fait les tours de la SADC. On n'a jamais atteint ce niveau-là en termes d'organisation. Avec plus ou moins 15 pays, un hymne créé, la danse, la musique. On a introduit tout ça dans les sommets de la SADC, ce qui n'existait pas ailleurs. C'est tout nouveau. On a innové, on a produit quelque chose de spécifique par rapport à la RDC. À la suite du sommet de la SADC, on a eu le sommet de la CEAC, quasiment la même année, en 2009. À la suite de ça, on a eu le sommet de la francophonie et suivi du sommet du COMESA, toujours en RDC. C'est la confiance, la crédibilité internationale a été retrouvée pour la RDC. La confiance qu'on a dans nos structures,
puisqu'on avait parlé à l'époque de la sécurité, je vous signale au passage qu'en RDC, jusqu'à aujourd'hui, à Kinshasa par exemple, il n'y a jamais eu d'attentat. Ce qui fait que nos services travaillent. Je vous signale aussi au passage qu'on avait une armée qui était un peu brinque-ballante pendant très longtemps, et aujourd'hui nous avons la 8e armée d'Afrique. Ce qui fait qu'autour de nos frontières, aucune armée à notre niveau. Mais nous faisons face à des forces négatives qui font la guerre asymétrique. Ce n'est pas évident, mais nous sommes en train de gérer ça. C'est dire qu'effectivement, on nous fait confiance sur le plan sécuritaire dans les cités. On n'a jamais connu la moindre agression avec une arme à Kinshasa contre un étranger. Jamais. Vous pouvez regarder et remonter le temps, aller sur RTNC, toutes les télévisions, vous verrez très bien qu'il n'y a jamais eu ça. Pas un attentat à Kinshasa. Est-ce que c'est parce que les gens ne le font pas ou ne tentent pas? Non, on s'est désamorcé. C'est une marque de crédibilité extraordinaire pour l'organisation des grandes activités, parce qu'il faut s'assurer sur la sécurité. Et sur le plan sanitaire, j'ai fait la démonstration ici de nos compétences, notamment sur l'Ebola qui s'est passé à plus de 2000 km d'ici, mais néanmoins qui a été géré. On n'a pas eu le moindre signe d'Ebola à Kinshasa. C'est dire qu'on a contenu ça à distance. Donc, tous ces éléments concourent à donner à la RDC un profil différent sur l'organisation, une confiance, une crédibilité sur le plan international. Je suis parti à Monaco, madame était là, j'ai signé avec elle. Mais avant ça, il fallait que je puisse me justifier devant mes pairs, les autres ministres en charge de la francophonie, sur comment on tiendrait les Jeux, est-ce que nous aurons les moyens et tout ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui soient en mesure de relever le défi à ce niveau-là. Nous l'avons relevé et nous allons réaliser ces Jeux. C'est pour dire qu'effectivement, nous devons mériter nos 3 étoiles au Michelin de l'organisation des activités. Donc la RDC sera prête à ce niveau-là. Très bien. Ma dernière question, c'est à Madame Catherine Cano. Madame, vous venez tout à l'heure de parler de la culture. Parmi les objectifs des Jeux de la francophonie, il y a entre autres aussi faire connaître l'originalité des cultures francophones dans toute leur diversité, développer également les échanges artistiques entre les pays francophones. Je voulais un peu savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour justement rendre plus efficaces ces échanges lors des 9e Jeux de la francophonie. Écoutez, merci beaucoup pour la question. Alors, ça se travaille avec l'équipe ici. C'est en développement actuellement, alors donc c'est un peu tôt. Mais il y a énormément d'activités, il y a des concours qui sont lancés avant les Jeux, pour qu'à l'arrivée des Jeux, évidemment, les compétitions aient lieu. Il y a déjà une préélimination de certaines choses pour que certaines équipes viennent, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voyager. Mais donc, il y a plusieurs activités, manifestations culturelles pendant les Jeux. Mais il y a effectivement des concours, nous élaborons avec nos équipes qui sont spécialisées en culture. Ils vont travailler avec justement les différents ministères, ou le ministère de la Culture particulièrement, sur quelles activités on peut en fait créer dans le village pendant ces Jeux. Ceux qui ont été un succès par le passé, ceux que peut-être par rapport, parce qu'on crée aussi des nouvelles choses en rapport avec évidemment la spécificité du pays dans lequel on est. Donc toutes ces discussions-là auront lieu, mais nous apportons un appui financier, un appui, on permet à des jeunes de venir pour justement partager leur culture. Donc on est un appui vraiment au niveau d'organisation et de la réalisation des événements culturels pendant les Jeux. Merci beaucoup, Jolie. Nous passons la parole à Cédric Kenina de la Radio-Télévision nationale congolaise. Monsieur le ministre, la République démocratique du Congo accueille ces grands événements en 2021. Venons-en maintenant à ce qui est fait sur le terrain. En termes d'infrastructure d'accueil, vous savez, on parle de 3000 athlètes attendus dans la capitale. C'est énorme. En termes de pourcentage, qu'est-ce qui est fait? Où en est-on avec la construction, par exemple, des infrastructures hôtelières pour la circonstance aussi? Certainement qu'il faut, sur ce point-là, booster un peu. Et puis, sur les sites même où seront organisés ces Jeux, qu'est-ce qui est fait? Dites-nous un peu, est-ce qu'on peut entrevoir les Jeux se dérouler dans de bonnes conditions en ayant des infrastructures adéquates? Tout à fait. Vous savez, on prend l'exemple de ce qui s'est passé à Abidjan, on peut se prendre ce qui s'est passé ici à Congo-Brazzaville, Kinkele, me semble-t-il. Kintele. Il y a aujourd'hui une technologie extraordinaire en termes de construction qui réduit les délais. Et ce ne sont pas des préfabriqués, c'est presque les préfabriqués, mais
très bonne facture. Et alors, il faut plus ou moins aujourd'hui, par rapport au chronogramme qu'on a avec les entrepreneurs de ces secteurs-là, plus ou moins entre 10 et 13 mois, au grand maximum. Ce qui fait que les sites, et là, c'est les sites de la FICIN. Sur ce site de la FICIN, on va ériger plus ou moins 22 bâtiments, sans compter toutes les structures qui vont accueillir les jeux directement, c'est-à-dire les salles, les indoors pour les tennis, pour tous les sports et tout ça. Mais les logements des athlètes, plus ou moins 3500, et les accompagnateurs, dont on va être autour de 4000, 4500, on va aller autour de 5000. Il y a 22 bâtiments, chaque bâtiment aura plus ou moins 3 étages, et les délais maximum pour la construction et la finalisation, c'est plus ou moins 13 mois au grand maximum. La base fixée, c'est plus ou moins 10 mois, mais pour s'assurer qu'effectivement, laisser une marge de manœuvre, on est parti sur 13 mois. On est largement dans le temps, c'est-à-dire à l'horizon plutôt janvier-février de l'année 2021, on sera prêt, il nous reste encore 5-6 mois au-dessus pour pouvoir finaliser ça. Mais comment on fait? Puisque les budgets là, il va falloir maintenant qu'on puisse faire l'appel d'offres, parce que les montants que j'ai évoqués ici par rapport au budget qui doit être investi est de plus de 6 millions. Donc, parce qu'en dessous de 6 millions, il n'y a pas d'appel d'offres international, mais au-delà de 6 millions de dollars, selon la loi congolaise, il faut aussi l'appel international. Je viens d'obtenir auprès du Premier ministre et de la Direction générale des marchés publics l'appel d'offres restreint. Donc, on va réduire les délais. C'est une dérogation légale normale par rapport à l'intérêt majeur de la République et aux conditions dans lesquelles on a obtenu les jeux et les délais auxquels on était soumis. Et par conséquent, par rapport à ça, ça nous permet de pouvoir faire dès les mois prochains, la fin du mois prochain, cet appel d'offres. Alors, arrivé à cet appel d'offres, qui va se passer, nous n'allons pas être dans les systèmes, parce que je sais que votre préoccupation, comme vous êtes assez outillé dans les règles internes, la préoccupation, c'est de dire, tiens, et les financements, les décaissements se passent comment avec la chaîne de dépenses? Il n'y aura pas la chaîne de dépenses. Rassurez-vous. Donc, j'ai convenu avec les ministres des Finances et j'ai obtenu qu'on puisse ouvrir un compte auprès d'une banque commerciale et que les trésors publics vont mettre à notre disposition les budgets qui ont été votés déjà par l'Assemblée nationale. C'est à notre disposition. Les entrepreneurs seront fixés de travailler 24 sur 24, d'où les coûts est plus élevé. Habituellement, lorsqu'on fait dans le délai normal de 4 ans, les coûts est quasiment de moitié. Nous arrivons plus ou moins autour de 35 à 38 millions d'euros tout au plus. Mais parce que nous avons un délai très serré et qu'il faut faire travailler les gens jour et nuit, donc forcément les budgets aussi augmentent. Mais cet argent sera disponibilisé sur nos comptes, trésor public directement sur nos comptes. La certification de nos budgets respectifs de chaque ministère fait que cet argent sera disponibilisé. Ça sera à ma signature avec la signature de chaque département concerné. Lorsqu'il faudra travailler sur les infrastructures au niveau de la plateforme du site de la FICIN, ça sera avec les ministres des sports. D'ailleurs, c'est lui qui a le gros du budget par rapport aux infrastructures sportives. Donc, c'est un peu ça. Vous avez là à la fois les mécanismes de décaissement que je viens de vous présenter, les mécanismes d'appel d'offres que je viens de vous présenter et les délais impartis à chaque entrepreneur dans le domaine des infrastructures qui vous est aussi donné. Donc, par conséquent, on est dans le délai. En plus, avec Mme Kano et Mme la secrétaire générale de l'OIF, Mme Mushiki Wabo, que je salue au passage, nous avons convenu qu'effectivement, il y a une possibilité que la RDC, parce que c'est l'année du cinquantenaire, puisse tenir une activité spéciale en juin. À cette occasion-là, en juin, puisque la francophonie sera aussi sur le terrain, nous allons évaluer dans une sorte de bilan d'étape pour voir où est-ce qu'on en est exactement. Ça sera au mois de juin. Donc d'ici juin, il y aura... Ça ne sera pas un coup de plus? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une activité spéciale, parce que nous sommes dans l'année du cinquantenaire. Et que la RDC est l'une des locomotives à côté de la France, de la francophonie. Il faut quand même retenir. Nous devons jouer notre place de locomotive et non se mettre derrière. On ne monte pas dans le train, on conduit le train en tant que pays, parmi les premiers pays francophones avec plus ou moins 80 millions de locuteurs. C'est important de respecter sa place et se donner les moyens par rapport à ça. Donc, en juin, on fera cet exercice-là, cet événement très important culturel, et ça sera l'occasion aussi, avec les staffs de l'OIF, d'évaluer ce qu'on en est, parce qu'on a parlé, maintenant il faut montrer les preuves. Madame Catherine, la RDC, c'est le choix de la francophonie. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les critères qui ont concouru au choix porté sur la candidature plus ou moins précoce, si je peux le dire ainsi, par rapport au timing de la RDC? Y a-t-il des critères? Nous avons des règles très strictes pour pouvoir, sur chacun des éléments de l'organisation des Jeux.
Et la RDC a répondu à chacun de ces critères-là de façon satisfaisante. Maintenant, il est certain que les délais sont serrés. Et c'est peut-être là notre plus gros défi, parce que ce n'est pas la capacité ou l'expertise ou la capacité de faire des infrastructures. Surtout un défi logistique. Oui, voilà. Je pense que pour nous, c'était plus la préoccupation, mais en même temps, on a l'assurance, et j'ai vu, et c'est pour ça que je suis venue aussi, on le savait, mais on est tous conscients, je pense que M. le ministre l'est aussi, que c'est une course contre la montre, il faut s'activer. Effectivement, c'est serré, mais comme il y a déjà des acquis, et il faut rappeler quand même que Kinshasa a déjà organisé le sommet de la francophonie. Ce n'est pas un sommet, c'est plus complexe, il faut le dire, il faut être honnête par rapport à ça, mais vous avez une expérience quand même d'avoir eu des événements, ce n'est pas la première fois. Les gens sont conscients. Mais il est certain que l'accompagnement qu'on doit faire, nous, il est évidemment très, très serré parce qu'il faut effectivement, et la mise au point en juin, en fait, cet événement-là, c'est un événement du cinquantenaire qui n'a rien à voir avec les Jeux directement, mais qui indirectement vous fait la démonstration que nous sommes très sérieux par rapport à la place de la RDC dans la francophonie et qu'on souhaite qu'un des 5 grands événements internationaux se passe à Kinshasa. Mais on sera aussi là un appui et financier incluant. Donc, mais ce sera le moment effectivement de faire le point déjà après 4 mois ou 5 mois de ma visite. Est-ce qu'on chemine dans la bonne direction à la vitesse qu'on le souhaite, avec en remplissant les critères, avec la rigueur et les exigences et c'est on a tous notre réputation et il n'y a pas une option de ne pas réussir les Jeux. C'est où on les fait ou on ne les fait pas. Et si on embarque à les faire, il faut respecter les règles. Et les règles, on en a beaucoup. On a un cahier de charges qui est très précis, qui a été signé, mais on va le suivre à la lettre avec des discussions si jamais il y a des enjeux. Mais nous avons la responsabilité de s'assurer que ces jeux-là sont bien menés et qu'on y arrive. Et pour ajouter, je pense à votre question, jamais, et je pense que le ministre est d'accord, on mettrait en danger la vie d'un jeune s'il y avait des circonstances difficiles. Je pense que c'est une question d'évaluation des risques et de voir, c'est très rassurant de savoir de voir que la RDC a cette expertise, cette connaissance et donc faire en sorte qu'il y aura une analyse qui sera certainement juste, mais jamais on mettrait en danger la vie de personnes si jamais un virus quelconque prenait une ampleur qu'on ne contrôle pas. Alors, je pense que il faut être clair là-dessus, mais je pense que il faut tout penser, il faut voir tous les risques, il faut les évaluer, les risques. Et c'est ce qu'on fait, nous. C'est notre travail à nous de s'assurer que avec le gouvernement, c'est quoi nos solutions et comment on les approche à tout niveau. Et je pense qu'on y a travaillé quand on a fait quand on a fait l'analyse de la candidature de la RDC. Il fallait que tous ces critères-là soient répondus. Autrement, ils ne les auraient pas obtenus. On aurait été obligé de dire on n'a pas de jeu, mais on aurait dit on n'a pas de jeu. Mais je pense qu'on est confiant et on pense qu'il y a une valeur incroyable. Si on est capable de relever le défi ensemble, et d'arriver. Ça va vraiment me faire la démonstration de l'intelligence, de la détermination, de la capacité et de l'OIF et surtout de la RDC de se tourner et de réaliser un aussi gros projet. Mais évidemment, c'est à évaluer au fur et à mesure. Mais on est parti et l'idée, c'est qu'en juin, on fait le point. Et on verra où on est rendu à ce moment-là. Mais on a assez confiance qu'on a les bons experts. On a beaucoup d'expertise. Il y a une centaine d'experts qui vont y travailler. Donc, c'est pas peu dire. Merci beaucoup, Madame Catherine. Nous sommes presque arrivés. On ne va pas abuser de votre temps. 2 petites questions avant de terminer. Oui. Madame Catherine, apparemment, c'est aisé de travailler à l'OIF après avoir été journaliste. Je vois Michael Jean. C'est une simple coïncidence ou c'est avantageux d'abord d'être journaliste? Alors là, écoutez, la beauté du métier de journaliste, c'est que, en général, ça nous fait de nous des gens curieux, qui veulent apprendre et qui posent beaucoup de questions. et c'est bien ainsi, parce que je suis passée de journaliste à, en fait, gestionnaire, parce que j'adore apprendre, j'adore les nouveaux défis, et la francophonie, c'est un cadeau. C'est un privilège, c'est une richesse incroyable. C'est difficile à expliquer, il faut presque le vivre à tous les jours.
Mais bien sûr que mon rôle d'administratrice, qui est de vraiment gérer l'organisation, tant sur le plan administratif, donc des finances, des ressources humaines et des technologies, mais aussi de la programmation, exige une rigueur. Exige parce qu'on est dans un moment où le multilatéralisme est critiqué. Et nous, on a pris le pari et le mandat avec la secrétaire générale d'être une organisation qui va donner du sens, qui va montrer que c'est important. Et pour ça, nous, on avait besoin de réajuster un peu l'organisation, de la transformer. On est dans une grande transformation, en fait, pour tout dire, tant sur le plan administratif, mais surtout de la programmation, pour recentrer l'organisation encore plus en lien avec les besoins qu'il y a dans nos pays francophones. Et la langue française, c'est fondamental, évidemment. L'éducation, la langue française, la pérennité de la langue passe par l'éducation des filles en particulier, parce que 50% de nos jeunes filles à travers notre francophonie n'ont pas accès à la scolarité. C'est énorme. Et puis l'employabilité, parce que ça ne donne rien d'étudier s'il n'y a pas de travail en bout de piste. Mais on fait une grande consultation auprès des jeunes, d'ailleurs, j'en profite, à travers nos 5 continents, sur qu'est-ce que c'est pour eux aujourd'hui d'être francophone, pourquoi c'est important ou ce ne l'est pas, et comment nous, la francophonie, quel rôle on doit jouer pour s'assurer qu'ils veulent rester francophones. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est beau de parler de la jeunesse et c'est notre public cible, parce que c'est 60%, 65% de nos populations, et on va croître d'autant plus, mais il faut encore qu'on leur parle. Ils sont différents, grandissent différemment, ils ont d'autres objectifs, d'autres rêves. Donc, on doit être réaliste. Donc, pour nous, alors c'est une chance incroyable. Puis, je pense que d'être journaliste, ça m'a vraiment servi à avoir l'esprit critique et d'avoir une rigueur et une éthique qui est importante aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour les dernières questions, rapidement. Comment faire aimer la langue française, Madame Catherine? Parce qu'avec avec l'anglais aujourd'hui, qui est une des premières langues du monde, aujourd'hui, on nous oblige presque à parler anglais et tout ça. Comment faire aimer aux jeunes la langue française, pratiquement? Faut lui donner un sens. Il faut lui expliquer, d'abord, la langue française, c'est une langue merveilleuse, c'est une belle langue. C'est en termes de culture, elle est riche. C'est riche, la culture francophone. Mais il faut lui donner un sens pratique, je pense. Il faut que les jeunes voient que c'est utile. Qu'effectivement, ce qui est arrivé avec l'anglais, c'est que l'anglais est la langue utilisée sur Internet, par exemple. Seulement 4% des contenus sont en français. Donc, on est un peu en retard. Hein? Alors, il va falloir qu'on s'active. Alors, il faut leur donner une utilité. Pour ça, je pense que c'est relié beaucoup à leurs aspirations. Bon, de société... d'une société juste, du travail. L'emploi est extraordinairement important. Si on apprend le français, mais que c'est pas là que les nouveaux dans le monde métiers, du travail, que les nouveaux métiers ou les technologies qui changent même les vieux métiers, on n'a pas adapté notre éducation et on leur donne pas les outils. Alors pourquoi? Souvent, c'est en anglais parce qu'on l'a pas fait en français. Donc, on doit, nous, se moderniser, nous, s'ajuster aux nouvelles réalités que nous amène le numérique, les nouvelles technologies. Si on ne fait pas ça, on est complètement... On a manqué le train. On est un peu en retard, mais on est dans... on a déjà bâti des choses, mais il faut accélérer. Nous, il faut absolument passer à l'échelle au niveau de l'éducation, au niveau de l'insertion professionnelle. C'est une obligation. Et de développement, d'innovation. On pense créer des centres d'innovation, justement, parce que tous les pays sont en train de le faire. Parce qu'il faut amener les jeunes, qui sont des jeunes entrepreneurs, qui ont un rêve de pouvoir le réaliser. Il y a plusieurs innovations en français qui sont faites par des francophones, mais il faut les pousser parce qu'ils peuvent très bien compétitionner avec n'importe quoi d'autre, sauf qu'il faut être là pour les pousser. Et je pense qu'on a un rôle pivot, nous, là-dessus. Merci beaucoup, Madame Catherine Cano. Monsieur le ministre, une dernière phrase. Bon, je sollicite, je souhaite, j'attends, j'espère vivement la communion du peuple congolais autour de ces projets très importants, qui est un projet qui... va solidifier ce que nous sommes, qui va essayer de pouvoir, comment dirais-je, parce que de tout temps, ou depuis un certain temps, j'ai eu l'occasion de vous en parler sur notre chaîne, une de vos chaînes d'ailleurs, de ce travail de l'inimitié sans cesse, contre soi, l'autoflagellation sans cesse. Mais la place, il n'y a pas suffisamment de place pour la promotion de ce que nous avons des meilleurs. Ici, c'est une opportunité de faire la promotion de ce que nous avons des meilleurs. J'ai autour de cette table certaines personnes qui en font la promotion depuis un certain temps, notamment M. Cédric, qui a toujours été le chantre de la promotion de ce que nous sommes, de ce qu'il y a de mieux chez nous. Est-ce qu'il existe des mauvais côtés? Très bien, oui, c'est vrai, ça existe. Faut-il en faire la promotion sans cesse ou pas?
Il me semble que ce n'est pas nécessaire à un moment donné. Il faut changer les fusils d'épaule pour donner un peu le meilleur de nous et les présenter au public. Vous savez, à ma table, chaque jour, chaque occasion, j'ai un philosophe, Kamana, j'ai un artiste et musicien, en l'espèce ici, Karmapa, j'ai toujours un peintre, Bonguessé ou éventuellement Matemo. Donc c'est dire à quel point je cours après ce qu'on a de meilleur chez nous pour en faire la promotion. J'en fais la promotion quasiment tout le temps sur Internet. Je parle de ces gens-là, je présente leurs œuvres et j'en fais la promotion parce que c'est ce qu'il y a de meilleur chez nous. Essayons de faire cet effort, vous verrez très bien que nous réussirons assez facilement. Et ce qu'il y a de meilleur chez nous aussi, c'est la personne qui nous offre cette opportunité. Hein. Joli studio, Buzz FM, M. Deo Kassongo aussi, nous le remercions pour nous avoir offert cette opportunité. Merci à Paulette Kimoutou de Congo Web Télévision, Cédric Edina de l'RTNC, Alain de Mboma de Biwan et Madame Jolie Yemba de Buzz FM. Merci. Monsieur le ministre, Madame, bon vol et merci. On se retrouve très prochainement en 2021. Absolument. Oh, avant ça. Ouais, avant ça, d'abord. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.